Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 12 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. Et elle va entamer une drôle de valse. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Qu'est-ce qu'on deviendrait sans Goldman Sachs ?» Oui, ce matin, le marché semblait pas très inspiré. On s'attendait d'ailleurs à une ouverture assez médiocre dans le droit fil des deux séances qui ont précédé. Et puis à 9 heures, aux divines surprises, le CAC 40 prend 0,4%, puis se met à entamer une progression funiculaire algorithmique extrêmement lente mais extrêmement régulière, qui propulse l'indice vers 5175, 5180. Allez hop, on se rapproche de la résistance des 5190, alors qu'hier on testait plutôt les 5130. On revient donc dans le sommet du corridor qui se dessine depuis le 30 juin dernier. Alors, qu'est-ce qui aurait soudain inspiré les opérateurs ce matin? Eh bien, cette fuite, Donald Trump aurait choisi le successeur de Janet Yellen. Alors, on avait des spéculations tout récemment. Est-ce qu'elle pourrait éventuellement faire un deuxième mandat? Bon, après 36 ans à la Fed, il était peut-être temps qu'elle prenne un peu sa retraite. Mais bon, après tout, elle n'était pas forcément atteinte par la limite d'âge. Mais non, Donald Trump lui aurait donc choisi comme successeur Gary Cohn. Gary Cohn, vous savez, l'ex numéro 2 de Goldman Sachs, débauché pour venir remplir le rôle de conseiller économique spécial à la Maison-Blanche. Bref, une sorte de secrétaire d'État au Trésor bis. Alors bon, Madame Janet Yellen est la femme la plus puissante de la planète. Monsieur Gary Cohn deviendra donc l'homme le plus puissant de la planète. Un ex-Goldman, comme Mario Draghi, comme Mark Carney à la tête de la Banque centrale d'Angleterre, après avoir été d'ailleurs le patron de la Banque centrale du Canada. Puis il y a aussi le numéro 2 de la Banque centrale d'Australie, qui est un Goldman Sachs. Alors, le Government Sachs, non, ce n'est pas la théorie du complot. Bientôt, les 3 plus grandes banques centrales de la planète auront à leur tête un ex-Goldman Sachs. Autrement dit, hors de Goldman Sachs, il n'est plus possible de gérer la ressource monétaire mondiale. Or, quel est le rôle d'une banque centrale? Eh bien, c'est d'assurer le financement des entreprises et de l'État. Et aux États-Unis, un des moteurs de la croissance depuis 2003, ce sont les guerres impériales. En fait, qu'est-ce que permet la Banque centrale américaine? Eh bien, d'abord de faire vivre Wall Street, effectivement, de l'alimenter en liquidité, mais également de financer les guerres américaines, Afghanistan, Irak, un tout petit peu un soupçon de Libye, et puis maintenant une grosse implication en Syrie. Est-ce que l'Amérique ira plus loin? Est-ce qu'il y aura une intervention véritablement coordonnée pour, par exemple, diviser en quelque sorte la Syrie entre une zone contrôlée par Bachar, une zone contrôlée par les Kurdes, et puis une zone tampon qui protégerait Israël? Le rôle de la Banque centrale américaine, en plus de ça, à partir de janvier 2018, ça va être réduire la taille du bilan. Comment le faire sans que Wall Street le prenne mal? Alors il ne s'agit pas de revendre, de rajouter du papier et de brader en quelque sorte le bilan de la Fed. Non, il s'agit simplement de ne pas racheter des emprunts venant à échéance. Mais au fait, tous ces emprunts que la Fed a engrangés depuis l'automne 2008, combien cela a-t-il généré de centaines de milliards de pertes sur un encours de 4 500 milliards, sachant que la Fed s'est récupéré des créances douteuses, voire pourries, de Fannie Mae, Freddie Mac, de la plupart des grandes banques américaines. Et comment ces pertes sont-elles financées? Avec de la création monétaire ex nihilo. Le problème, c'est que les leviers sur les marchés sont constitués de façon
à ce que la prochaine injection monétaire permette de tenir la position précédente que l'on fera rouler sur le mois suivant ou sur le trimestre suivant. Et s'il y a effectivement moins d'argent, parce que la Fed ne rachète plus ce qui vient à échéance, alors on a une sorte de pyramide de Ponzi inversée et les choses peuvent très vite très mal tourner. Alors ne rassurez-vous, il existe un large consensus comme quoi l'été va bien se passer. Évidemment, si on est dans le prolongement de ce cycle de hausse en marche d'escalier, c'est-à-dire que d'un seul coup on gagne 5, 10%, et puis on digère pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après tout, à Paris, on n'est plus très loin maintenant des 3 mois et demi. Depuis le 18 avril dernier, ça ne bouge plus, ou même ça consolide au sein d'un canal légèrement descendant. Et puis, pendant qu'on digère, les banques centrales, elles en remettent de l'argent sur le marché, 200 milliards par mois. Donc au bout de 3 mois, c'est plus de 600 milliards de liquidités qui se sont accumulés. On ne va pas les investir dans l'économie réelle, naturellement, c'est trop dangereux. Et puis d'abord, c'est de l'argent qu'on emprunte à court terme et il faut pouvoir le restituer également à court terme. Donc entrer, sortir et rester sur des actifs liquides. Donc 600 milliards, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, ils se matérialisent dans les marchés sous forme d'achat d'obligations, d'achat d'actions, d'achat d'ETF. Et puis nous aimerions bien qu'un jour, évidemment, ça soit des achats de matières précieuses, de métaux précieux, comme l'argent, comme l'or. L'argent, nous en avons parlé depuis le début de la semaine, puisqu'il avait atteint son plancher 15,20 lundi. Il est aujourd'hui à 15,80, donc il est un petit peu là, dans une zone un peu bâtarde. Soit on franchit 16,20 et nous sommes acheteurs, soit on revient à 15,20 et nous sommes acheteurs, mais entre les deux, nous ne faisons rien. Quant à l'or, il a rebondi aux alentours de 1205 $, il revient autour de 1220. Là aussi, c'est une zone assez bâtarde. Le support, c'est 1190. Et puis, pour vraiment retrouver de la traction à la hausse, il faudrait refranchir au moins 1250 $. Donc pour l'instant, c'est enterré côté matières premières. Donc effectivement, si ça doit bouger quelque part, ça va probablement bouger obligations ou actions. Donc autrement dit, on va encore procéder à une expansion des multiples, à moins que les premiers résultats qui seront publiés vendredi aux États-Unis ne dissipent les illusions, les rêves bleus du marché. Comme quoi, cette année, c'est bien les résultats des entreprises qui justifient la hausse, qui est le discours le plus communément entendu en Europe. On oublie évidemment de vous dire que chaque fois que les actions doublaient de valeur ces années précédentes, c'était pas parce que les résultats y progressaient, mais parce que les banques centrales étaient accommodantes. Voilà, donc aujourd'hui, surveillez si le CAC 40 parvient à s'extraire des 5130, 5190. Si tel était le cas, on irait chercher derrière un premier objectif à 5230. Et effectivement, le scénario haussier pour l'été prendrait un peu de consistance. Si jamais ça ricoche une nouvelle fois, retour à la case départ. Et nous nous contentons de conserver les couvertures telles que nous les avons constituées sur le Nasdaq, sur le S&P 500, qui, entre parenthèses, ne font rien depuis le début de la semaine. Non, pardon, ne font rien depuis le milieu du mois de mai. 2 mois de stagnation à Wall Street. Alors c'est vrai que le jour où on va en sortir, par le haut ou par le bas, ça va secouer.